Bien, mes chers élèves, bonjour. Je voudrais terminer aujourd'hui la séance 6 consacrée au texte de Jean-Christophe Rufin, extrait de Globalia. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une épreuve type brevet, que nous avons travaillé grammaire et compétences linguistiques, compétences d'interprétation, et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la relation entre le texte et l'image. Jetons un bref coup d'œil sur le cahier de texte pour voir où nous en sommes. Vous êtes ici en présence donc d'une partie du cahier de texte, vous êtes sur mon emploi du temps du professeur de français, et donc vous voyez votre cours de français, il y a eu deux cours, l'un le mardi 21 2h et l'autre le jeudi 23. Le mardi 21, nous avons travaillé donc la partie grammaire et compétences linguistiques. Le jeudi 23, compréhension et compétences d'interprétation. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 28, même si vous avez compris que la vidéo a été réalisée avant, je la fais pour le mardi 28, d'accord? Donc, on a 3 heures, théoriquement, on a 4 heures de cours cette semaine, mais vous le savez, c'est impossible de réaliser 4 heures de vidéo, c'est totalement inenvisageable. En revanche, évidemment, j'essaie de suivre malgré tout la semaine de cours. Donc, aujourd'hui, on travaillera sur la relation entre le texte de Jean-Christophe Rufin et une image de Kino que je vous présenterai. Je vous demanderai ensuite pour les jours qui suivent, c'est-à-dire le mercredi 29 et le jeudi 30, donc de réaliser chez vous une rédaction. Évidemment, c'est une rédaction à distance que vous ferez grâce à e-learning. J'y reviendrai à la fin de ce montage vidéo. Pardon. Alors vous savez, quand on parle de relation entre le texte et l'image, il faut bien vous dire que cela correspond du point de vue scolaire à une véritable évolution dans les apprentissages. Par exemple, en classe de 6e, peut-être que vous avez eu l'occasion de vous intéresser à la relation entre la couverture d'un livre et le contenu de ce livre. Entre la couverture, par exemple, et pourquoi pas l'incipit, c'est-à-dire le début d'un roman. On pourrait d'ailleurs le faire avec le texte Globalia, d'accord? Petit à petit, progressivement, eh bien, on vous amener à faire une relation entre le texte, un texte d'étude, et précisément une image. Donc, c'est l'épreuve du brevet. Avant de vous parler de Kino, avant de vous parler de l'image qui a été associée au texte de Jean-Christophe Rufin, j'aimerais donc vous parler des couvertures de Globalia et les mettre en relation avec le texte donc que nous avons travaillé la semaine dernière. Il faut bien vous dire que le choix d'une couverture de livre n'est jamais anodin et qu'il peut parfois correspondre finalement à un dialogue entre l'éditeur et l'auteur, d'accord? La couverture ici, nous avons 3 couvertures différentes. Vous connaissez la première, celle-ci. C'est celle que j'ai fait figurer sur les autres montages vidéo consacrés donc à ce brevet blanc. Et donc j'aimerais vous parler des 2 suivantes, d'accord? Donc j'espère que vous avez bien compris comment se déroule en fait ce cours de français. Avant d'aborder la relation entre le texte et l'image, j'aborde une relation entre la couverture du livre et le texte que nous avons travaillé. D'accord? C'est comme une sorte d'introduction. Regardez cette couverture de Globalia. Vous allez retrouver en fait des éléments que nous avons travaillés dans le cadre du brevet, d'accord? Dans le cadre donc du questionnement. On voit représenter sur la couverture en fait une boule. Alors plutôt qu'une boule, je devrais utiliser un autre terme. Je devrais utiliser le terme globe, d'accord? On voit représenter un globe qui en fait est une boule de cristal, d'accord? À quoi sert une boule de cristal? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez déjà utilisé une boule de cristal? Donc j'imagine que non. Une boule de cristal peut servir à lire l'avenir, d'accord? Donc là on imagine, on va lire l'avenir de l'humanité, l'avenir de la société qui est représenté à l'intérieur de cette boule de cristal. Regardez, c'est une ville, vraisemblablement, c'est la ville de New York qui est représentée, d'accord? Ou une autre ville des États-Unis. Bref. En tout cas, c'est une ville moderne dans tous les cas de figure. Et donc, on voit bien qu'on se projette ici dans un avenir. On est dans une sorte de science-fiction. Oui, Globalia. Donc, la question qui était posée dans le brevet que nous avons analysé, c'était de savoir, c'était la toute première question d'ailleurs sur le texte. Comment est formé le mot globalia? Quel mot reconnaissez-vous dans globalia? Et donc, on avait parlé de global, de globalité. Souvenez-vous, on avait travaillé sur les différents paradigmes grammaticaux, c'est-à-dire les noms, globalité, les adjectifs,
global, globalisant, les adverbes, d'accord, globalement, par exemple. Donc, vous voyez qu'en fait, ici, la boule de cristal signifie une projection dans l'avenir, mais en même temps, on voit bien que la ville est représentée à l'intérieur d'un globe, d'accord? Elle est comme dans une sorte de prison de verre, de cage de verre. Voici une autre couverture du roman de Jean-Christophe Rufin intitulé Globalia. Vous voyez qu'elle est totalement différente. Nous n'avons plus du tout ici la boule de cristal. Que voit-on? On voit en fait une barrière en métal, d'accord? Et derrière cette barrière, un monde qui paraît totalement désertique, puisqu'il n'y a ni homme, ni maison, ni rien du tout, d'accord? Un véritable désert. En espagnol, on dirait un palme. Et bien sûr, derrière cette barrière, que se passe-t-il? On devine des traces de pas, d'accord, qui se prolongent au loin jusqu'au nom de famille de l'écrivain Jean-Christophe Rufin. Que signifient ces pas? Ces pas signifient que quelqu'un a osé effectivement franchir la barrière. Donc, est-ce que vous faites le lien? Est-ce que vous faites le lien avec le texte du brevet? Oui, évidemment. Évidemment, pourquoi? Puisqu'on sait que dans le texte, nous avons deux personnes, Kate et Michael, que ces deux personnes ont franchi la barrière pour se retrouver en fait en dehors de Globalia. Ces deux personnes sont en train finalement de chercher un sens à leur vie et de chercher surtout une zone qui serait habitable. Donc en fait, si vous voulez, ce geste qui consiste à sauter la barrière, à franchir un interdit, a été fait effectivement par les personnages du texte. Vous voyez, on pourrait commenter ici la couverture en relation avec le texte d'étude. Je continue. Alors, voici la consigne de la question 6 de ce brevet que nous sommes en train de travailler. Je vais vous la lire. Et vous avez en dessous l'image de Quinault, donc, qui a été reproduite. Quelles sont les caractéristiques de la société représentée par Quinault dans cette planche de bande dessinée? Quel lien établissez-vous avec le texte de Globalia? Pardon. Donc vous voyez que ça fait 6 points en tout. 6 points, c'est-à-dire presque autant que le travail de réécriture. Donc c'est une question importante et c'est la raison pour laquelle je l'ai séparée des autres pour pouvoir la traiter à part. Comme nous sommes en présence d'une planche de bande dessinée, ce qui me paraît opportun de faire en premier lieu, c'est de décrire chaque vignette, d'évoquer ce qui se passe. Allez, en avant. Donc, regardez, je commence déjà par la toute première vignette qui est sur votre gauche. Nous voyons ici un homme en noir qui est au centre de la vignette et plusieurs personnes qui parlent. Nous avons l'impression d'être dans le cadre d'une scène de la vie quotidienne. Un homme marche dans la rue. D'accord? Les bulles indiquent bien évidemment que les personnages prennent la parole, j'y reviendrai. Un homme est en train de lire le journal. On continue. La deuxième vignette, la voici. La deuxième vignette, on voit, c'est toujours la même chose, d'accord? L'individu en noir au centre poursuit sa marche, il est encore dans la rue. On voit ici un policier et un homme en train de discuter, c'est sur la gauche. Sur la droite, une femme est en train donc de répondre à une communication téléphonique. Je poursuis. La troisième vignette que j'ai agrandie pour les besoins de mon analyse représente toujours le même personnage en train de marcher. Que voit-on en arrière-plan? On voit en fait un panneau publicitaire, d'accord, qui vante les mérites vraisemblablement d'une boisson. C'est le même langage qui est utilisé et j'y reviendrai ultérieurement. On poursuit avec la vignette suivante. Que se passe-t-il? On voit l'apparition maintenant d'un autre personnage en noir, d'accord, qui porte un chapeau, vous le voyez, il est sur la droite. Et ce personnage s'adresse au personnage qui marche depuis le début. Bien. Alors, je vais sauter une vignette pour aller plus vite, d'accord? Regardez, je vais prendre cette vignette-là. On voit que ces deux personnes viennent de conclure une sorte de marché. La personne qui porte un chapeau, excusez-moi, la personne qui porte un chapeau donne un objet au personnage principal de cette vignette, d'accord? Et on a l'impression quand même que ce personnage a peur. Les deux personnages regardent ce qui se passe autour. Je poursuis avec la dernière vignette dont j'aimerais vous parler. Le personnage
principal de cette planche de bande dessinée est en train de dessiner des cercles. Voilà donc pour la description de la vignette, la description de la planche. Pardon. Alors, je n'ai pas respecté les règles de présentation de l'image dans le cadre du brevet. Il aurait fallu d'abord que l'on donna, subjonctif imparfait, les références de l'image. Je vais le faire tout de suite et je vais poursuivre le commentaire. Voici donc l'image. La référence de l'image apparaît en dessous. C'est ce que vous devez indiquer en premier, ce que je n'ai pas fait. Donc, le dessinateur a pour nom Kino. Et la planche de bande dessinée est extraite de Il y a un truc, édition Glénat, 1981. Alors, que signifie l'expression « il y a un truc » ? Quand on dit en général il y a un truc, ça veut dire il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui va pas. Mais en même temps, quand vous dites il y a un truc, ça veut dire vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre que vous n'arrivez pas à trouver et qui va nécessiter peut-être une recherche, une investigation pour savoir exactement de quoi il retourne. Donc, quand on vous dit il y a un truc, ça veut dire qu'on sollicite de votre part, spectateur ou lecteur, une analyse, d'accord, une réflexion. Je vais reprendre donc la réflexion que nous sommes en train de conduire sur la planche de bande dessinée. Commençons par quelques présentations liminaires sur le dessinateur. Donc Kino, scénariste et auteur de bande dessinée argentin, porte un regard critique sur la société, notamment celle de son pays. Alors en fait, quand on regarde attentivement la planche, on peut décrire comme je l'ai fait auparavant chaque vignette, d'accord, pour se faire une idée du truc dont on nous parle, en quelque sorte, mais on peut aussi faire déjà une première impression d'ensemble. En fait, on se rend compte que cette planche concerne essentiellement la communication, d'accord? Différents types de communication. D'abord, une communication qu'on pourrait qualifier d'orale. Une communication orale en présentiel. Que signifie en présentiel? C'est quand les gens se parlent en frontal, d'accord? Une communication présentielle, les personnes sont présentes et se parlent de cara a cara, on dirait en espagnol. D'accord? Cette communication présentielle peut aussi signifier, donc c'est une communication, on est d'accord, qui est orale, d'accord? Cette communication orale peut se faire directement comme on le voit ici sur le dessin. Voilà, regardez, je vous le montre ici. Mais en même temps, cette communication orale peut aussi se faire à distance, d'accord? Regardez, c'est ce que l'on voit ici, d'accord? La personne est en train de téléphoner. Donc, on voit bien quand même que la communication est au centre de cette planche de bande dessinée. Je poursuis. Alors, je continue à vous montrer que la communication est au centre de cette planche en évoquant maintenant la communication écrite. Vous voyez, communication orale en présentiel, communication orale à distance et la communication écrite, on la voit effectivement puisque nous avons ici un homme qui est en train de lire le journal. On pourrait parler de communication didactique dans la mesure où l'objectif ici est de communiquer des informations. Le journal a pour objectif premier de communiquer des informations importantes. Et la communication écrite est également présente dans une autre vignette que je vais vous montrer. Donc déjà pour la communication écrite, j'aimerais donc voilà encadrer ce personnage-là qui est important, d'accord? Et voici donc une autre communication écrite ici qui a une autre fonction. Ce n'est plus une communication écrite didactique, c'est-à-dire destinée à informer, c'est une communication écrite commerciale, c'est-à-dire destinée à vendre un produit, d'accord? Le panneau publicitaire dont je vous ai parlé. Donc l'analyse déjà de ces 4 vignettes montre quoi? Montre effectivement que la communication est au centre donc de cette planche de bande dessinée. Le grand paradoxe de cette planche de bande dessinée de Kino, c'est en quelque sorte de montrer que la communication est très importante, qu'elle est au centre de tout, et en même temps, dessiner des vignettes qui n'ont pas de sens pour nous, puisque regardez ici ce que j'ai fait, j'ai encadré donc en violet les paroles prononcées par les personnages et que constate-t-on? C'est un langage totalement incompréhensible, un langage codé. On voit bien effectivement que les personnages s'expriment à la faveur de figures géométriques
pas n'importe lesquels, des rectangles et des carrés, d'accord, comme on peut le voir en regardant attentivement chaque bulle. Alors, comment interpréter justement ces figures géométriques en lieu et place de mots, en lieu et place de lettres et de sens? Eh bien, peut-être justement que cela signifie que les gens qui vivent dans ce monde-là développe en quelque sorte une parole privée de sens, privée de logique. Ça peut être une première interprétation. La deuxième interprétation que l'on pourrait avoir, c'est qu'en fait, tous les gens disent exactement la même chose, d'accord? Nous avons la répétition du même au même. C'est comme si en quelque sorte, il y avait une pensée, comment est-ce qu'on pourrait la qualifier cette pensée, puisque tout le monde dit la même chose? Une pensée unique, d'accord? Et là, vous êtes déjà en train de retrouver le texte Globalia que nous avons analysé, c'est-à-dire que Globalia, c'est le monde de la pensée unique, c'est le monde du totalitarisme. Mais je ne veux pas aller trop vite. Donc on voit bien effectivement que les personnages de possibilité, où les personnages ne savent pas ce qu'ils disent, et finalement c'est une crise du langage en quelque sorte, ou alors les personnages disent tous la même chose et il n'y a pas moyen de sortir de ce carcan de la pensée unique. Alors vous imaginez bien que c'est la deuxième interprétation qui échoue lorsqu'on analyse l'image, c'est-à-dire le langage ici correspond à la pensée unique totalitaire d'un monde qui n'accepte pas la différence. Et justement, comment prouver cela? Eh bien, en faisant comme je viens de le faire, en entourant les personnages qui se démarquent des autres. On a deux personnages qui se démarquent, effectivement. Donc, le premier qui apparaît, c'est le personnage qu'on retrouve tout le temps, d'accord? Le personnage principal. Le deuxième est un petit peu plus corpulent et porte un chapeau. Dans les deux cas de figure, comment ces deux personnages sont-ils démarqués des autres? Eh bien, ils portent un costume noir, alors que tous les autres personnages, en revanche, eh bien, sont en quelque sorte en transparence, d'accord, dessinés au crayon gris sur une planche totalement blanche, totalement neutre. C'est compris cela? Et ces personnages-là qui déambulent sont quand même, je dirais, en marge du monde qui est représenté. Comment sont-ils en marge? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le personnage qui marche, d'accord, dans la rue, ce personnage-là, regardez attentivement les vignettes, il ne prend jamais la parole. Il ne prend pas la parole comme si en quelque sorte il refusait ce langage qu'on lui impose. Le deuxième personnage est bien évidemment obligé, lui, de prendre la parole pour proposer quelque chose à l'autre. D'accord? Ça, c'est une première observation. La deuxième observation, c'est qu'on voit bien que les deux personnages, regardez, les deux personnages lorsqu'ils entrent en discussion, d'accord, il s'agit de la vignette 1, 2, 3, 4, 5, la 5 et la 6. Dans les vignettes 5 et 6 de cette planche, les deux personnages discutent, mais éprouvent une sorte de crainte, une sorte d'appréhension, surtout dans la vignette numéro 6 où on voit bien que les deux personnages regardent ce qui se passe. Donc ce n'est pas une crise de langage qui est à l'œuvre ici, c'est plutôt, comme je l'ai dit, une pensée unique qui s'exprime à la faveur d'un langage particulier, et l'objectif pour des personnes qui ont envie d'être indépendantes, c'est de sortir de ce monde, d'accord? Exactement comme Kate et Globalia dans le texte que nous avons analysé. Alors, revenons maintenant à la vignette numéro 6, lorsque effectivement un homme portant un chapeau donne un objet au personnage principal de la planche, d'accord? On sait que dans cette société utopique, ou plutôt dystopique, d'accord, c'est-à-dire qu'elle crée le malheur, j'y reviendrai, dans cette société-là, tout le monde pense avec des rectangles et des carrés. Et que se passe-t-il? Eh bien, vous avez un personnage ici, qui va en fait proposer donc une boîte dans laquelle il y a un compas. Le compas évidemment permet effectivement de dessiner non plus des carrés mais des cercles. Alors regardez, c'est important. Si je représente ici le compas, on est d'accord que le compas permet de réaliser ce type de figure que vous voyez représenter, des cercles. Or, il est strictement interdit dans la société apparemment dont on parle de représenter des cercles. La preuve, si vous faites un peu attention donc à l'image, la deuxième image ici, ce n'est pas un hasard si Kino, par exemple, ici, a dessiné un verrou. Il a dessiné un verrou parce que le personnage qui est en train de dessiner doit absolument se protéger des autres, d'accord? Ne pas montrer aux autres, effectivement, qu'il est en train de dessiner des cercles. Alors, je vais vous poser peut-être une question bête, mais vous allez comprendre quand même que ce n'est pas un hasard si je vous la pose. On a dit qu'on avait besoin d'un compas pour pouvoir dessiner des cercles, mais alors tous ces gens dont nous parle Kino dans la planche,
tous ces gens que l'on voit en train de discuter sur la planche de bande dessinée, quel est l'instrument qu'ils utilisent pour pouvoir faire des carrés et des rectangles? En mathématiques, en géométrie, qu'est-ce qu'on utilise? Eh bien, pour dessiner des rectangles ou des carrés, comme le font les personnages, on a besoin, bien sûr, d'une règle. Alors, c'est intéressant parce que c'est sur le mot règle que j'aimerais que l'on porte un petit peu notre attention maintenant, en avant. En fait, le mot règle appelle à mon esprit deux images, d'accord? Deux images. La première des images, c'est effectivement celle que j'ai représentée tout à l'heure, c'est-à-dire la règle, l'instrument, que je vais encadrer ici, d'accord? Voilà, c'est la première image qui est appelée effectivement par le mot règle. Et donc, c'est un instrument qui sert à tracer des lignes droites et à mesurer des longueurs quand il est gradué, d'accord? La règle que vous connaissez. Bien. Mais le mot règle appelle maintenant un deuxième, le mot règle appelle un deuxième sens. Ou peut-être qu'en fait que le mot règle appelle un deuxième mot règle, je vais y revenir. Donc, de quoi est-ce que je parle? Je parle de ceci. Vous voyez, une deuxième image. Le mot règle appelle une deuxième image. C'est l'image effectivement, d'accord, du paragraphe. Vous voyez, ce signe représente du paragraphe. Et l'image du marteau du juge qui va trancher un procès. La règle, c'est la loi que l'on respecte, d'accord? Ce sera donc un autre sens pour le mot règle. Alors tout à l'heure, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne dois pas vous dire, ce serait une bêtise, je ne dois pas vous dire que c'est le même mot. Parce que ce mot règle que j'ai représenté ici, ce mot règle, en fait, apparaît dans le dictionnaire deux fois. La carte mentale que je réalise, c'est pour savoir concrètement ce que le son produit par le mot règle provoque dans mon esprit. Mais en fait, cette carte mentale, elle est fausse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même mot ici et là. Est-ce que vous comprenez? Si je consulte un dictionnaire, je vais avoir une fois le mot règle ici, d'accord, pour l'instrument, et une deuxième fois le mot règle ici, pour la loi qu'il faut respecter. Est-ce que c'est compris? Ça va? Donc ne pas confondre ces deux choses. Ici, on a un ensemble lexical logique, d'accord? Voilà, la règle, l'instrument. Et en dessous, on a un deuxième ensemble lexical logique, le mot règle. Donc, si je veux continuer à marquer la différence, ce qu'il faut que je fasse ici, c'est que je déplace cette image-là. Voilà, d'accord? Donc, le mot règle a appelé cette image ici, qui en fait fait référence à la loi, et il faut donc, en pareil cas, comme je vous l'ai dit, que j'encadre. Voilà, c'est un autre mot règle ici qui est présent. C'est clair? Ce n'est pas le même mot dans le dictionnaire, d'accord? Après, rien n'empêche, évidemment, lorsque j'entends un mot, de penser à tel mot plutôt qu'à tel autre, d'accord? Comment est-ce qu'on appelle d'ailleurs des mots qui se prononcent exactement de la même manière et qui s'écrivent exactement de la même manière? Je sens que c'est un peu flou dans votre tête. Alors, quand les mots s'écrivent exactement de la même manière, se prononcent de la même manière, mais appartiennent à deux entrées différentes dans le dictionnaire, on parle d'homographes, d'accord? Les homophones homographes sont des mots qui se prononcent homophones de la même façon et qui s'écrivent de la même manière homographes, d'accord? Quand on a les homophones peuvent s'écrire de manière différente. Par exemple, quand je prends le mot sot, le sot, l'abruti, S-O-T, d'accord? Si je puis dire, le sot, le bon, ce sera S-A-U-T, le sot pour porter de l'eau, S-E-A-U, d'accord, ce qu'on appelle des homophones. Alors, je reviens maintenant donc à l'image de Quinault. Ce que je veux vous dire avec donc cette réflexion sur le son règle correspondant à deux mots, ce que je veux vous dire, c'est que Quinault a en fait représenté une société totalitaire à la faveur des rectangles et des carrés, parce que justement, c'est une société qui enferme, d'accord? C'est donc une figure géométrique fermée. C'est une société que l'on pourrait qualifier de carré, d'accord? Une société carrée, c'est-à-dire en fait une société qui ne laisse pas de prise à l'aléatoire, et une société donc, rappelez-vous ce que je viens de dire sur la figure géométrique, la société carrée, une société fondée sur des règles. Pas simplement la règle qui sert à tracer, mais la règle qu'il faut respecter en matière de droit, d'accord? Donc uniquement la loi et la règle. Je vais maintenant
vous proposer un bilan, d'accord? Parce que vous n'avez rien écrit pour l'instant, vous vous êtes contenté d'écouter religieusement. Donc, vous allez prendre votre cahier de français, un stylo s'il vous plaît, d'accord? Une règle, puisqu'on en parle, une règle, la voilà. Donc, vous prenez un stylo, une règle, vous ouvrez votre cahier de français et nous allons commencer donc la trace écrite, d'accord? On va conserver une trace écrite de ce que l'on a dit. Alors, je vous propose un jeu, en fait, pour en fait établir les liens entre l'image et le texte. Quel est ce jeu? Comme vous le constatez à l'écran, j'ai complètement éclaté la réponse, d'accord? Dans on va dire du côté donc gauche ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici donc à gauche, vous avez en fait les idées que je souhaite développer sur l'image, d'accord? En relation avec l'image, les idées que je veux développer par rapport à l'image ici. En fait, plutôt qu'idée, je devrais utiliser le mot thèse, d'accord? Je pense que la société représentée est terne et homogène. Je pense que c'est une société où tout le monde parle le même langage. Je pense que c'est une société fondée sur l'interdiction, que c'est une société rigoriste et totalitaire. Et pour pouvoir défendre cette thèse ces différentes thèses que j'ai représentées ici, je vais utiliser bien évidemment des arguments. L'objectif, ça va être de chercher ici un argument pour chaque idée, ok? Autrement dit, il va falloir que je déplace les éléments à droite vers le bon élément à gauche. Je vous donne les différents arguments donc, qui figurent ici. Donc, les personnages en noir semblent avoir peur des autres. L'un des personnages en noir est obligé de se cacher pour dessiner des cercles. Par association d'idées, je devrais mettre un S à idée, mille excuses, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Voilà, par association d'idées, le carré rappelle la règle, autrement dit l'obligation. Deux couleurs seulement, oups, les adverbes sont invariables, deux couleurs seulement sont utilisées par le dessinateur, le noir et le blanc. Dans les bulles, les mêmes figures géométriques sont utilisées pour représenter les paroles. Alors, on va déplacer. Je veux trouver, donc, avant que vous n'écriviez, donc vous faites ce jeu-là avec moi, de reconstitution de texte, je veux trouver en fait l'argument qui se rapporte à cette thèse, d'accord, à savoir donc la société représentée est homogène, ok? Allez, on trouve. Quel est l'argument que je vais développer ici? Je le cherche. Terne. Terne signifie, en fait quoi? Signifie, eh bien, sans couleur ou avec des couleurs qui sont complètement passées, des couleurs qui ne sont pas vives. Donc, je vais chercher effectivement ici un argument qui soit en relation avec les couleurs. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre donc effectivement celui-ci. Voilà, je fais un peu de ménage. Deux couleurs seulement sont utilisées par le dessinateur, le noir et le blanc, d'accord? Ici, on a bien un argument qui se rapporte donc à cette société terne et homogène. Très bien. Ça va? C'est compris pour tout le monde? Alors, je poursuis ce que je disais en avant. La deuxième thèse, elle est ici, ou la deuxième idée que je vais développer, c'est une société où tout le monde parle le même langage. Et je vais donc maintenant chercher effectivement donc ce qui concerne le langage. Donc je vais chercher l'argument qui concerne le langage ici. Allez, un peu de lecture. Donc, par association d'idées, le carré rappelle la règle, autrement dit l'obligation. Non, il n'y a pas de lien évident ici entre cet argument et la thèse que je veux développer, donc je laisse ça de côté. Les personnages en noir semblent avoir peur des autres. Pas de rapport non plus avec le langage. Ici, on parle de sentiments. Je laisse de côté. L'un des personnages en noir est obligé de se cacher pour dessiner des cercles. Non, ce n'est pas non plus évident. Je laisse de côté. Dans les bulles, les mêmes figures géométriques sont utilisées pour représenter les paroles. Et là, vous voyez, c'est évident. C'est l'argument qui me permettra de montrer que tout le monde parle le même langage. Très bien. Donc, c'est ça que j'associe. Très juste. D'accord, je vous le relis. Donc, nous sommes en présence d'une société, effectivement, donc, où tout le monde parle le même langage. Et j'ajoute, dans les bulles, les mêmes figures géométriques sont utilisées pour représenter les paroles. On poursuit avec
la troisième idée ou la troisième thèse que l'on peut développer dans donc la réponse à la question 6, la société de Quinault est fondée sur l'interdiction. Donc il va falloir que je donne ici un argument lié à l'interdiction. Je le cherche. Je cherche cet argument-là. Alors, je vais donc chercher l'argument qui se rapporte donc à cette thèse. La société de Quinault est fondée sur l'interdiction. J'ai les personnages en noir semblent avoir peur des autres. La relation ici n'est pas évidente. Je vais essayer de trouver quelque chose de plus cohérent. Par association d'idées, le carré rappelle la règle, autrement dit l'obligation. Vous voyez que déjà là, ça va beaucoup mieux effectivement, parce que qui dit obligation dit aussi interdiction, d'accord? Donc c'est bien l'argument que je vais associer à la thèse, d'accord, ici, la thèse qui est surlignée en jaune. Et je vais d'ailleurs utiliser le même surlignement ici, d'accord? Donc je vous relis. La société de Quinault est fondée sur l'interdiction. Par association d'idées, le carré rappelle la règle, autrement dit l'obligation. Je poursuis donc avec la dernière idée que je veux développer. La société est rigoriste et totalitaire. Pardon. La société est rigoriste et totalitaire. Je vais utiliser une autre couleur car il s'agit d'une autre idée. En avant, voici, je prends du bleu par exemple. Voilà. Et je vais chercher l'argument qui me paraît le plus cohérent par rapport à l'idée que je veux développer en avant. Donc, j'ai deux idées. L'un des personnages en noir est obligé de se cacher pour dessiner des cercles. Les personnages en noir semblent avoir peur des autres. Et bien en fait, qu'est-ce qui se passe? Ces deux arguments-là sont valables pour la thèse « La société est rigoriste et totalitaire ». Car lorsqu'une société est rigoriste ou totalitaire, ou les deux, elle est fondée sur la peur, puisqu'elle est fondée sur le châtiment et la crainte. D'accord? C'est clair? Donc vous pouvez exploiter l'un des deux arguments. Bon, je vais prendre par exemple celui-ci, pourquoi pas. Les personnages en noir semblent avoir peur des autres. J'encadre donc et j'ai terminé ici mon analyse. Donc l'objectif, ça va être quoi maintenant? L'objectif, ça va être tout simplement de mettre en texte ces différents appariements que nous venons de réaliser. Alors, nous revoilà donc avec la carte mentale, d'accord, les appariements que nous avons faits. Donc l'objectif, c'est de passer des appariements au texte, car votre réponse doit obligatoirement, vous le savez, être rédigée. Donc ce que je vais proposer tout simplement maintenant, c'est une rédaction. Donc je vais vous dicter ce que vous devez noter, sur votre cahier. Donc vous allez marquer donc petit 6, c'est la question numéro 6 portant sur la relation entre le texte et l'image. Vous le faites à la suite donc des différentes notes que vous avez prises en avant. Alors, la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'évite la répétition du mot société. Vous voyez qu'il est répété plusieurs fois. Excusez-moi pour les maladresses d'expression, je viens de dire la répétition qui est répétée plusieurs fois. C'est horrible, bon c'est pas grave. Sur un montage vidéo, c'est très difficile d'être performant. Mais bon, on va essayer. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous allez passer à l'écrit, vous n'allez pas répéter le mot société 4 fois comme c'est le cas ici. D'accord? Il va donc falloir utiliser ce qu'on appelle un terme générique, d'accord, ou un synonyme, plutôt un synonyme dans pareil cas, un synonyme pour éviter la répétition de ce mot, d'accord? Et c'est ce que je vais faire à l'oral, bien évidemment. Alors, vous notez, la société représentée par Quinault est terne et homogène. En avant, la société représentée par Quinault est terne et homogène. Point. Je poursuis ensuite en notant 2 couleurs seulement. Donc je répète, la société représentée par Quinault est donc terne et homogène. Point. 2 couleurs seulement sont utilisées par le dessinateur, le noir et le blanc. 2 couleurs seulement sont utilisées par le dessinateur, le noir et le blanc. Jusque-là, pas de répétition. J'ai mon idée, mon argument. Ma thèse, mon argument, point. Alors,
Plutôt que d'utiliser le mot société maintenant, je vais utiliser le mot monde par exemple, d'accord? Monde ou je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme autre terme? Organisation politique, pourquoi pas? Bref, il faut que j'utilise un autre terme. Donc, on poursuit. Vous avez noté la société représentée par Quinault est terne et homogène. 2 couleurs seulement sont utilisées par le dessinateur, le noir et le blanc. Point. Le monde du dessinateur. Le monde du dessinateur. Le monde du dessinateur est fondé sur un seul et même langage. Vous voyez qu'en fait, j'ai modifié ce qui est écrit dans le cartouche, d'accord? Le monde du dessinateur est fondé sur un seul et même langage. Pour associer maintenant la thèse à l'argument, je vais utiliser un eslabón, c'est-à-dire en fait un maillon, un lien logique, on dira en français, d'accord? Un nexo, también on peut dire en espagnol. Donc, on ajoute. En effet, virgule, les mêmes figures géométriques, en effet, virgule, les mêmes figures géométriques sont utilisées dans les bulles, en effet, virgule, les mêmes figures géométriques sont utilisées dans les bulles pour représenter les paroles. Je répète, pardon. En effet, virgule, en effet, c'est le lien logique. Les mêmes figures géométriques sont utilisées dans les bulles pour représenter les paroles, point. Je poursuis donc l'écriture de la réponse, d'accord, la rédaction de la réponse. Nous en sommes à la troisième idée, la troisième thèse ou mini-thèse, si vous voulez, parce que normalement une thèse se développe avec plusieurs arguments. La société de Quinault, donc on va le noter, on peut maintenant répéter le mot société puisqu'on a utilisé un synonyme avant. Pardon. La société de Quinault est fondée sur l'interdiction, donc vous le marquez. La société de Quinault est fondée sur l'interdiction. Voilà. La société de Quinault est fondée sur l'interdiction. Et là, je vais encore une fois utiliser un lien logique. En fait, après le mot interdiction, ce coup-ci, je ne vais pas mettre de point. Je vais utiliser une conjonction de coordination qui va me permettre d'introduire l'argument. Je répète. La société de Quinault est fondée sur l'interdiction, virgule, car le carré rappelle, vous voyez que je modifie en fait mon brouillon préparatoire, mais je modifie mes appariements. Donc la société de Quinault est fondée sur l'interdiction, virgule, car le carré rappelle la règle, autrement dit l'obligation. Je répète, car le carré rappelle la règle, autrement dit l'obligation. Je le répète une dernière fois, vous notez bien cela sur votre cahier de français. La société de Quinault est fondée sur l'interdiction car le carré rappelle la règle, autrement dit l'obligation. Il faudrait bien évidemment ici que j'explicite mon propos en disant qu'en fait, le carré rappelle l'instrument qui sert à produire un carré, c'est-à-dire la règle, et le mot règle rappelle bien sûr la règle, la loi, d'accord? Mais là, j'ai pas le temps de le faire, vous avez compris comment on procède. Oui? C'est clair pour tout le monde? Donc je disais, car le carré rappelle la règle, autrement dit l'obligation. Alors, pour éviter de répéter le mot société dans mon texte, j'ai utilisé plusieurs équivalents. Vous savez qu'on peut utiliser un mot synonyme, on peut utiliser un terme générique, on peut aussi utiliser un pronom. La société, elle, la société, celle-ci, ou un pronom relatif, ça peut être que ou qui par exemple. C'est clair cela? Donc, si je ne sais pas comment procéder, d'accord, s'il me manque que des informations sur cette société-là, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai besoin effectivement de trouver un équivalent du mot société, il va falloir que je recours au dictionnaire, ce que je vous propose maintenant. Vous voyez ici, je viens de coller donc la définition du mot société qui est proposée par le dictionnaire Larousse en ligne, et vous voyez donc on pourrait s'inspirer de cette définition-là pour éviter de répéter le nom société. Donc la définition est ici. Voilà, donc elle est là. Vous avez plusieurs sens pour le mot société.
Alors, ensemble d'êtres humains vivant en groupe organisé, milieu humain dans lequel quelqu'un vit, caractérisé par ses institutions, ses lois, ses règles, tout groupe social formé de personnes qui se réunissent pour une activité ou des intérêts communs, etc., etc. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur les premiers mots de cette définition du mot société. On vous parle effectivement d'un ensemble d'êtres humains. On vous parle d'un milieu et on vous parle d'un groupe social, d'accord? En fait, ces différents termes que vous voyez représentés ici, ces termes donc qui servent à définir le mot société que vous avez ici, sont ce qu'on appelle des termes génériques. En fait, ce sont des termes qui englobent, d'accord? Par exemple, si je dis, je ne sais pas moi, péniche, voilier, barque, le terme qui va englober péniche, voilier, barque, ce sera le terme bateau. Et bien là, la société, le mot milieu, le mot ensemble et le mot groupe englobent le mot société. C'est ce qu'on appelle, je vais l'écrire ici, un terme générique, d'accord? Un terme générique. Et je vais donc utiliser un terme générique pour pouvoir poursuivre mon analyse, d'accord? Donc le terme générique, vous en avez un ici, vous en avez un là, ou là, c'est pas très joli ce que je fais, et un ici, d'accord? Et je mettrai dans ce cas-là un S à terme générique. Bien. Je reviens donc à l'écriture de la réponse, à l'écriture du texte. Donc il nous reste la société est rigoriste et totalitaire. Je vais donc utiliser un autre terme que société. Je vais prendre un terme générique. Je vais utiliser par exemple le mot milieu. Le milieu humain sur la bande dessinée. Alors en avant. Le milieu humain représenté, faut dire aussi le mot groupe, d'accord? Donc le milieu représenté est rigoriste et totalitaire. Le milieu représenté est rigoriste et totalitaire. Point. J'utilise maintenant un connecteur logique. En effet, virgule, les personnages en noir, en effet, virgule, les personnages en noir semblent avoir peur des autres. Je répète, en effet, virgule, les personnages en noir semblent avoir peur des autres. Et voilà, j'en ai terminé avec la réponse, l'écriture de cette réponse. Alors, c'est donc la fin de cette séance consacrée à la relation entre le texte de Jean-Christophe Ruffin et l'image. Maintenant, ce que je vous annonce, c'est une rédaction donc qui va en quelque sorte mettre le point final à cette séquence 4 consacrée au dialogue argumentatif. Donc vous aurez à rédiger un dialogue argumentatif. Pour quand allez-vous me dire? Attendez, 2 minutes. Premièrement, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer le sujet de rédaction que je vous propose. Vous êtes ici sur mon compte isLearning. Vous voyez d'ailleurs que, voilà, vous avez mon nom qui apparaît ici. Et donc, je vais dans espace de travail comme vous. Je vais chercher donc ma classe de 3e qui est là. Très bien. Nous en sommes à la séquence numéro 4, le dialogue argumentatif. Vous voyez, elle est ici. Je vais cliquer dans le dialogue argumentatif. Et donc là, j'ai toutes les activités liées à la séquence. Voici. Et notamment, alors vous avez un contrôle de lecture, mais pour plus tard, hein, je vous ai envoyé un mail. Et notamment, voilà, vous voyez ici, l'évaluation finale s'intitule séquence 4, le discours argumentatif entre parenthèses, évaluation finale. Vous cliquez en fait dans cette évaluation-là. Et là, que se passe-t-il? Vous allez avoir en fait, donc là, j'ai le nom de tous les élèves de la classe qui apparaissent, mais je passe, c'est pas important. En fait, si vous cliquez sur la flèche, vous allez avoir le sujet. Allez, je vous le lis. C'est parti. Le gouvernement espagnol vient de voter le confinement de la population pendant 1 an à cause de l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde. 2 adolescents écoutent la retransmission de cette nouvelle à la télévision. Imagine la conversation qui pourrait se nouer entre ces 2 individus. D'accord? Alors, je vous donne des consignes liées au discours et des consignes grammaticales. Consignes liées au discours. Tu dois rédiger un dialogue argumentatif intégré à un récit. Le premier interlocuteur défendra l'idée que le confinement pendant 1 an est une bonne chose. L'autre s'opposera à cette proposition. D'accord? Après, vous avez des consignes grammaticales. Tu utiliseras des verbes de parole variés
pour introduire les propos des personnages, petit 1. Petit 2, ces verbes ne seront pas toujours au début. Tu utiliseras aussi l'incise. Tu soigneras l'orthographe et la construction des phrases. Alors, comme vous le constatez, je vous ai laissé en fait jusqu'au 5 mai pour faire cette rédaction. D'accord ? Alors, je viens d'encadrer pour vous ici les termes importants du sujet. D'accord ? Les termes conversation, dialogue, verbe de parole. Le mot de conversation, d'accord, ou de dialogue devrait vous rappeler le titre de Denis Diderot, philosophe du XVIIIe siècle, l'entretien d'un philosophe avec la maréchale, d'accord. En fait, vous devez forcément, puisque c'est une évaluation finale, vous inspirer des différents textes que nous avons vus en classe. 3 textes essentiellement, je vous le rappelle. Le texte de Diderot extrait de l'entretien d'un philosophe avec la maréchale, le texte de Roger Martin Dugas, extrait des Thibauts, donc vous pouvez vous en inspirer aussi. Et enfin, le texte de Jean-Christophe Ruffin, extrait de Globalia. 3 textes, d'accord, dont vous pouvez vous inspirer. Dans tous les cas de figure, vous devez rédiger une conversation, un dialogue, d'accord, dans lequel vous aurez des verbes de parole variés. Quand je dis des verbes de parole variés, c'est que surtout, vous n'allez pas me répéter dit, redit, dit. Non. Vous avez différents verbes de parole, comme le verbe s'écrier, le verbe s'exclamer, répondre, d'accord, contester, objecter. Pensez à tous ces verbes de parole. Vous pouvez d'ailleurs faire des recherches sur Internet, d'accord, pour pouvoir effectivement, améliorer votre niveau de vocabulaire. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est le passage que j'ai encadré. Tu dois rédiger un dialogue argumentatif intégré à un récit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez, dans l'analyse du texte Globalia, j'ai créé un montage où je fais disparaître les propos et à un moment donné, je fais apparaître les interventions du narrateur en vous disant, regardez, il y a peu d'interventions du narrateur, mais elles sont nécessaires, ces narrations-là, en quelque sorte, pour imaginer les réactions des personnages, les gestes, les sentiments, d'accord? Le narrateur peut adopter un point de vue que l'on pourrait qualifier d'omniscient. Donc, c'est très important. Si vous regardez attentivement le sujet, vous avez remarqué maintenant que j'ai encadré le mot incise. Qu'est-ce que l'incise? Je vous le rappelle, vous pouvez éventuellement le vérifier sur votre cahier de français. C'est lorsque le verbe de parole est placé au milieu de la parole rapportée, il la coupe, ou alors à la fin, d'accord? Le fait de varier la place du verbe de parole permet de donner effectivement un relief particulier au texte. Je ne vais pas rentrer dans l'analyse, j'ai pas le temps. Dites-vous bien que à partir du moment où votre verbe de parole est en incise, ça signifie que vous inversez le sujet. Hein, c'est bien clair. Vous allez dire par exemple s'écria-t-il, répondit-il, et non pas il répondit ni il s'écria. C'est clair? Bien. Pardon. Donc c'est la fin de ce cours. J'en ai terminé avec non seulement avec cette séance 6. Donc on a eu la séance 6, séance 6B, séance 6C. J'en ai terminé avec la séance 6, mais j'en ai aussi terminé avec la séquence consacrée au dialogue argumentatif. Qu'est-ce que je ferai après? Ben écoutez, pour l'instant, je n'en sais rien. On va voir déjà si vous revenez. Ce serait une bonne chose quand même que l'on puisse se voir avant les vacances d'été. Sinon, j'aimerais bien travailler avec vous la poésie engagée. Donc, je ferai des séquences vidéo là-dessus. Peut-être que j'en ferai moins parce que dites-vous bien que chaque montage vidéo me prend en moyenne entre 4 et 5 heures parce que après ce que vous êtes en train d'écouter, il y a toute la partie sur l'éclairage, les coupes, la jonction de texte, etc., les effets, enfin bref, tout ça prend un temps absolument incroyable. Bref, je vous laisse, sachez que je suis là pour vous et que vous pouvez compter sur moi. Voilà, nous restons en contact dans tous les cas de figure. À très bientôt, au revoir.